Bonsoir et bonsoir tout le monde. Donc, si vous permettez, tout le monde éteint son micro. De cette façon, on va commencer. Donc, ce premier webinaire qui s'inscrit dans le cadre de plusieurs webinaires organisés en partenariat avec la faculté d'économie de gestion, le centre des études doctorales et le laboratoire de l'économie et management des organisations. Donc, avant de commencer, je tiens à remercier bien évidemment le professeur Abdelmajid Souleymani, le directeur du CEDOC, notre doyen Mustafa Achivan et notre directeur de laboratoire, monsieur Abdullah Husseini. Et je tiens spécialement à remercier Anis Moment pour son soutien technique et finalement le CNRST, bien évidemment, dans lequel j'ai travaillé plusieurs années. Donc, aujourd'hui, on va commencer, les objectifs du webinaire sont les suivants. Donc, la première des choses, on doit connaître, excusez-moi, nous avons 250 places. Donc, les objectifs du webinaire sont les suivants. On va commencer par connaître les différents types de bases de données. Donc, on va commencer par Scopus, Web of Science, ainsi de suite. Ce sont les principaux bases de données. Par la suite, on va apprendre et s'initier à faire une recherche sur Scopus et Web of Science. Par la suite, on va voir comment ou choisir une revue scientifique et finalement, quelles sont les pratiques prédatrices et comment les éviter. Bien évidemment, éviter une revue prédatrice. Donc, on va commencer par connaître les différents types de bases de données. En effet, il existe plusieurs types de bases de données. On peut les répartir en 3 catégories. La première catégorie, c'est les bases connues mondialement. Donc, ce sont les bases qui calculent l'impact factors, notamment Scopus et Web of Science. En effet, ce sont des bases qui vont à la fois évaluer le processus, dans le processus d'indexation, ils vont évaluer les articles et la qualité des articles, ainsi que l'onglet et est-ce qu'ils respectent les normes de publication scientifique. Ça, ce sont la première catégorie des bases. C'est bon, monsieur, mais on vous entend mal. Mais je fais ce que je peux faire. Si vous permettez, lorsque vous m'interrompez pas, parce que là, je suis en train de présenter, je dois jongler entre les deux et également le micro, je pense, il est bien, vous entendez bien. Probablement, vous avez un problème technique chez vous. Donc, si vous permettez, pour ne pas interrompre le webinaire, merci de ne pas prendre le micro et parler. Entre 2018 et 2021. L'impact factor qui sera calculé en 2021, il va prendre en considération l'ensemble des articles qui seront publiés entre 2017 et 2020. C'est-à-dire l'ensemble plutôt le site factor de 2021 entre 2017 et 2020 sur l'ensemble des articles. Le total, on va faire une somme totale de nombre d'articles entre 2017 et 2020. On va avoir ce qu'on appelle le site factor qui va nous permettre par la suite d'identifier la qualité ou l'impact de cette revue sur les recherches qu'elle fait, sur les recherches d'un domaine donné. Par la suite, nous avons le Clevite Analytics ou le Web of Science. Le Web of Science, avant de commencer comment il calcule son impact factor, déjà, on doit connaître les types de bases de données qui existent au sein de Web of Science. En principe, nous avons 3. Le premier, il s'appelle les sciences exactes et naturelles. C'est ce qu'on appelle Science Citation Index Appended. Si vous permettez les questions à la fin. Présent. Le Citation Index for Arts and the Humanities de 1995 jusqu'à 75 jusqu'à maintenant, et l'index des publications bénéficiant d'un indicateur de citation entre 2015 et maintenant, et l'index des citations des actes de conférences et de sciences entre 1990 et maintenant. Finalement, nous avons des index des citations des actes de conférences. Là, je suis en train de vous présenter le contenu du Clevite Analytics. Les personnes qui nous suivent sur Facebook, merci de ne pas faire des demandes. On est arrivé à 250.
et juste je ne peux pas vous accepter, donc automatiquement votre demande sera déclinée parce que le maximum, j'ai cru au départ que c'est de 100, maintenant c'est 250 et je ne peux pas dépasser les 250. Donc pas la peine de faire une demande, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou sur l'un des réseaux sociaux. Alors, comment on calcule l'impact factor de Web of Science? En principe, Web of Science, contrairement à Scopus qui a un seul impact factor, Web of Science, il fait deux impact factors. Mais je vais commencer quand même par faire une petite définition du facteur d'impact. C'est la mesure moyenne de la fréquence à laquelle un article a été cité au cours d'une année donnée. Donc, il est utilisé pour mesurer l'importance ou le rang d'une revue en calculant le nombre de citations de ses documents et publications. Et donc, calculé annuellement par Web of Science, c'est ce qu'on appelait anciennement Institute for Scientific Information Institute for Scientific Information Easy. C'est la raison pour laquelle, juste à titre d'exemple, on trouve il y a des faux impact factors qui utilisent le titre Easy et l'objectif est d'induire les lecteurs en erreur. On va le voir par la suite dans les pratiques prédatrices et publié dans la revue Journal Citation Report. C'est-à-dire que le Web of Science, à la fin de chaque année, il publie comme un rapport qu'il appelle Journal Citation Report et qui va par la suite classer les revues, on va voir ça par la suite, entre Q1 et Q4 en fonction de leur impact factor. Donc, il montre combien de fois en moyenne chaque article publié dans la revue est cité au cours des 2 prochaines années après sa publication. Donc, pour le calcul, on a dit que nous avons deux types. Nous avons le premier type, c'est-à-dire le calcul en 2020 correspondant au papier publié entre 2018 et 2019 sur le nombre des manuscrits publiés entre 2018 et 2019. Donc, contrairement à Scopus qui fait sur la base de 4 ans, Web of Science, il fait sur la base des 2 ans pour son premier impact factor. Et pour le deuxième, il dispose également d'un deuxième impact factor qui est calculé sur 5 ans. Et là, c'est le plus important parce qu'il va mesurer l'évolution des citations d'une revue tout au long. Vous m'entendez bien maintenant? C'est clair? Il n'y a pas un problème de son? Est-ce qu'il y a toujours des coupures de son? C'est ça, probablement un problème de débit d'Internet. Malheureusement, c'est hors de ma volonté. D'accord, je vais essayer d'aller moins vite. Donc, je vais reprendre. Je pense que c'était même maintenant avec ça dépend non seulement de moi, mais il y a des personnes qui m'écrivent qu'il n'y a pas des coupures et d'autres sur Facebook, le son est bien. Donc c'est le problème au niveau des personnes qui ont le Google Meet et je vais continuer. Donc je répète pour que je résume avant de continuer. Donc la première des choses, c'est que pourquoi déjà on choisit un impact factor? On choisit un impact factor pour, si je veux publier mon article dans une revue bien classée, comment je vais savoir que cette revue est bien classée? Nous avons deux types. Nous avons le ranking de la revue qui est entre Q1 et Q4. On va voir ça par la suite. Mais avant tout, il y a l'impact factor, c'est-à-dire combien l'impact de cette revue sur un domaine donné. Par exemple, si je suis un chercheur en audit, par exemple, les comptabilités, je vais voir quelles sont les revues qui ont un impact factor qui est assez élevé par rapport à mon domaine de recherche. Et de cette façon, je vais garantir que le travail que je vais réaliser et que je vais publier, il sera cité parce que la majorité des chercheurs du domaine, ils vont consulter cette revue
et ils vont lire ces travaux et ils vont bien évidemment les citer, contrairement si j'ai publié mon article dans un Q1, c'est-à-dire Q1 parmi les meilleures revues, mais cette revue est spécialiste par exemple en mathématiques. Personne ne va trouver mon article sauf si une recherche par hasard parce que les universités, les grandes universités, ils font des abonnements directs avec ces revues. Donc je reprends. Pour le Scopus, nous avons un seul type de impact factor qu'on l'appelle site score. C'est la moyenne de citations. On va prendre le nombre total des citations sur 4 ans. On va le diviser sur le nombre total des articles publiés. Deuxièmement, s'il vous plaît, une dernière demande, si vous permettez, pas la peine de faire une demande sur le Meet parce qu'il est saturé. C'est juste vous nous dérangez par le son des notifications. Donc, deuxièmement, nous avons le Web of Science. Le Web of Science, il contient deux types d'impact factor. Il a le premier impact factor qui est calculé sur une seule année, 2 années plus tôt. C'est ce que vous voyez devant vous. On va prendre les années 2018-2019, le total de ces articles ou le total des citations de ces articles jusqu'à 2020. On va le diviser sur le total des articles. C'est le même principe de site factor, sauf que les années de calcul ils sont différentes. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle l'impact factor qui est calculé sur 5 ans. En d'autres termes, lorsque je dis qu'un impact factor calculé sur 5 ans, c'est-à-dire je suis en 2020, je vais prendre le cumul des citations de tous les articles depuis 2015 jusqu'à 2020 sur le total des articles que j'ai publiés de 2015 jusqu'à 2019. Il va me donner combien de citations, c'est ce qu'on appelle l'impact factor, la moyenne des citations par article. C'est l'impact factor en d'autres termes. Donc, les deux impact factors sont publiés, comme j'ai dit, dans le Journal Citation Report de Web of Science. C'est-à-dire à la fin de chaque année, le Web of Science, troisièmement, on va connaître les... Pardon. À part le Web of Science et le Site Factor, nous avons d'autres alternatives, mais ce sont des alternatives qui ne remplacent en aucun cas l'impact factor de Scopus et Web of Science. Il y a une chose que je dois vous informer et que vous devez la noter. Lorsqu'on veut calculer l'impact factor soit au niveau de Scopus, soit au niveau de Web of Science, pour Scopus, il ne va tenir compte que des citations au niveau de Scopus, c'est-à-dire si vous avez une citation au niveau de Google d'un article qui n'est pas indexé dans Scopus, il ne va pas la considérer. Et c'est la même chose pour Web of Science. Il ne va calculer les citations que dans les revues et les actes de conférence, les livres et les chapitres qui sont indexés dans Web of Science. Donc, ils ne vont pas prendre en considération l'ensemble des revues qui sont indexées ou non dans les deux. Donc, une autre catégorie des impact factors, c'est un impact factor qui est développé par Jevin West et Burston. Elles sont normalisées de telle sorte que la somme des valeurs de toutes les revues classées dans le JCR, c'est-à-dire Journal Citation Report, est égale à 100. C'est-à-dire on va prendre votre pourcentage par rapport à 100 et on va vous donner un impact factor, mais bien évidemment, c'est un impact factor qui n'est pas utilisé par la communauté scientifique, mais c'est une tentation quand même par les deux auteurs de cet impact factor pour enrichir la communauté scientifique. Finalement, nous avons, ça c'est juste une diapositive répétée, donc nous avons le H-index de Google Scholar. Avant de commencer, le Google Scholar, ce n'est pas une base d'indexation qui va évaluer les articles. C'est-à-dire que tout le monde, toute revue, elle peut indexer ses articles dans Google Scholar sans aucune restriction. Donc pour le Google Scholar, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne ce qu'on appelle un indice H ou le H-index, c'est une mesure sommaire approximative de la productivité et de l'impact d'un chercheur. Donc la productivité est quantifiée par le nombre d'articles et l'impact
par le nombre de citations que les publications des chercheurs ont reçues. En d'autres termes, pour expliquer d'une façon numérique, si vous avez 15 citations, votre H-index est de 15 citations. Deuxièmement, Google Scholar, ils ont ajouté le I10. C'est quoi le I10? C'est tout simplement, c'est le nombre des articles qui ont été cités plus d'une fois. C'est-à-dire, vous avez deux articles, ou là trois articles. Vous avez le premier article, il a été cité 15 fois. Donc, votre I10, c'est 1. Le deuxième article, il a été cité 15 fois. Donc, votre I-index 2. Votre troisième article a été cité 6 fois ou 7 fois. Donc, on ne va pas le prendre en considération. Votre H-index, c'est 15 plus les 6, c'est-à-dire 36. Et votre I10 est des 2 parce que vous n'avez que deux articles qui ont été cités plus de 10 citations. C'est en grosso modo les différents types de bases de données que nous avons que nous utiliserons en tant que chercheurs d'une façon générale. Donc, c'est quoi la différence entre le Site Factor, Impact Factor et le H-index? C'est une question que vous aurez, bien évidemment, que vous allez poser. C'est que le H-index, il prend en considération toutes les citations dans n'importe quelle revue, y compris s'il s'agit d'une revue prédatrice. S'il s'agit d'une revue prédatrice indexée sur Google Scholar et vous étiez cité sur l'une de ces articles, automatiquement, votre H-index va prendre en considération cette citation. Par contre, comme je rappelle, le Scopus ou Web of Science, ils ne vont pas prendre cette citation en considération pour la simple raison que cette revue n'est pas indexée sur leur base de données. Donc, avant de continuer, je dois vous éclaircir un élément qui est très important. Lorsque vous consultez une base de données, dans des fois, vous allez par exemple Scopus, 6 mois, ça va prendre jusqu'à 6 mois ou une année pour que votre article va apparaître dans cette base de données. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous expliquer ces trois catégories des bases de données et la transmission, en d'autres termes, ou l'envoi des articles entre la revue d'une part et la base de données d'autre part. Il existe également trois catégories. Nous avons la première catégorie qui synchronise automatiquement les articles. C'est-à-dire, dès que vous publiez, la connexion entre la revue et la base de données, elle va permettre un envoi rapide et fluide des articles. Tout dépend de la base qui va recevoir. Est-ce qu'elle va accepter les articles maintenant ou elle va laisser une période avant de les faire? C'est le cas de Scopus, Web of Science, DOAG, Kern, Acorn. Parfois, ça prend un peu du temps pour que les articles soient mis en ligne ou les résumés, bien évidemment. Je dis bien, ce n'est pas les articles en tant qu'articles, mais plutôt les résumés seront mis en ligne. Lorsqu'il s'agit des articles Open Access, et je dis bien lorsqu'il s'agit des articles Open Access, d'importer ces articles. C'est le cas de Copernicus, Europub, ainsi de suite, qui vont demander un fichier XML pour importer la totalité des articles. Et la troisième catégorie, c'est une catégorie qui est considérée beaucoup plus comme une base de signalement et pas une base d'indexation, mais qui va permettre à la revue d'avoir une page de garde et qu'elle soit connue avec son site web et ainsi de suite. Et elle permet, dans un certain cas, d'importer article par article. Bien évidemment, c'est difficile pour l'ensemble des revues de faire ça. Et vous allez trouver qu'une page de garde d'une revue avec les éléments correspondants. Et très rare de voir les articles là-dedans. Une petite précision. Quand vous entendez, et j'entends souvent que une erreur, c'est que LIMIST comme base d'indexation. LIMIST, c'est une base de signalement. Et par la même occasion, je tiens à remercier chaleureusement le personnel de LIMIST pour l'effort qu'il fait au profit de la communauté scientifique, parce que c'est grâce à eux moi-même, j'ai appris lorsque j'étais avec eux. LIMIST, qu'est-ce que LIMIST? C'est l'objectif de LIMIST est de permettre aux revues papier, au départ aux revues qui sont sous format papier, d'être sous format numérique et de cette façon augmenter leur citation et leur visibilité vis-à-vis de l'international.
En plus des revues qui mettent leurs articles et qui hébergent leurs articles sur Limist, on va trouver des revues signalées, comme le cas de la nôtre. Ce sont des revues qui sont indépendantes, mais qu'on signale comme étant Limist, il reconnaît ou il signale cette revue, la présence de cette revue. Donc, maintenant, on va passer à l'étape la plus importante, c'est apprendre à faire une recherche sur Scopus et sur Web of Science. Si vous permettez, les questions, vous les notez à la fin. De cette façon, on va pouvoir les voir ensemble et répondre question par question en fonction, du temps qu'il va rester. Donc, on va aller vers Scopus. Si vous voyez Scopus devant vous, Scopus, c'est quoi exactement Scopus? Ni Scopus ou Web of Science? C'est une question que vous allez poser souvent. Scopus ou Web of Science, c'est une base, comme je dis au départ, c'est une base qui va évaluer la qualité de la revue. Pourquoi? Parce que Scopus et Web of Science, ils sont en train de regrouper les résumés et les termes clés de plusieurs revues qui sont des revues de qualité. Et lorsque vous voulez chercher une revue, un article par exemple, vous allez trouver une très grande base de données, à la fois des résumés et des termes clés, et qui vont vous permettre par la suite de faire votre recherche. Deuxièmement, l'avantage de ces deux bases de données, c'est qu'ils vous permettent d'analyser les résultats. Comment je vais analyser les résultats? Je vais analyser les résultats très simplement. Soit je vais analyser le terme clé, combien de fois il a été répété, dans quel domaine en contrepartie. On va vous demander est-ce que vous avez utilisé les auteurs de référence, parce que certains articles ou certaines thèses, ils utilisent des références qui ne sont pas solides, c'est-à-dire ils n'utilisent pas les auteurs qui ont à la fois développé le concept et les auteurs qui ont travaillé sur le concept d'une façon répétitive et qui ont des site scores ou des impact factors de l'auteur, pas de la revue, qui est assez élevé. C'est-à-dire, si vous faites une recherche sans qu'on puisse trouver cet auteur, automatiquement, si vous soumissionnez votre article dans une revue Scopus ou Web of Science, les évaluateurs ils vont rejeter votre papier étant donné que la revue de littérature sur laquelle vous vous êtes basé n'est pas solide, et ainsi de suite. Ça, c'est pour les deux, à la fois pour Scopus et pour Web of Science. Avant de commencer, il est très simple de faire scopus.com home.uri. Mais pourquoi j'ai fait cette page? Parce qu'il y a deux façons d'entrer et d'être connecté sur Scopus. Soit via la méthode de e-resource qui a été développée par l'EMIST, le consortium, soit directement sur Scopus. Et je vais vous montrer comment. Mais la première des choses, vous voyez avec moi ici Scopus Source List. Lorsque je vais cliquer, parce que toujours toujours je reçois des questions, s'il vous plaît, quelles sont les revues qui sont indexées Scopus. Il est facile d'entrer dans Scopus, Scopus Content, Scopus Source List. J'attends juste le téléchargement parce que ma connexion aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle a exactement. Et je vais avoir l'ensemble des revues sur Scopus et même les revues qui ont été enlevées. De cette façon, je ne vais pas tomber dans le piège d'envoyer mon article à une revue qui n'est pas développée, qui n'est plus dans Scopus, et moi je crois qu'elle est indexée Scopus. Deuxièmement, si vous êtes marocain et vous avez un email institutionnel de votre université, vous pouvez faire tout simplement Create Account sans passer par le e-resource. Vous allez faire Create Account, excusez-moi, c'est juste la connexion qui est un peu... Vous allez faire, je ne sais pas si quelqu'un il peut m'écrire son email parce que moi j'ai déjà un compte. Je veux juste faire la démonstration. Si quelqu'un il peut m'écrire son email parce qu'il va me permettre de me connecter sans besoin d'entrer dans le e-resource.
Et bien sûr, ça, c'était c'est la raison pour laquelle que je remercie toujours le CNRST et l'IMIST, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu avoir cette solution si facile qu'ils l'ont négociée. Donc, je vais faire continuer. Je vais choisir n'importe quel mot de passe. Je vais faire, par exemple, je vais faire un mot de passe à Iman de demander un nouveau mot de passe. Et je vais faire, non, ah, pardon, je vais faire, là je vais mettre l'email de Iman, je vais faire continuer. Veuillez m'excuser, mais ma connexion, apparemment, la connexion que j'ai, elle n'est pas vraiment, aujourd'hui, c'était pas de très bonne qualité. Donc, vous avez, Iman, si vous permettez, il faudrait obligatoirement que vous confirmez le message que vous allez recevoir pour que je puisse continuer. Vous prenez votre email, si vous permettez. C'est bon? Donc, pour ne pas trop tarder, de cette façon, je vais pouvoir créer mon compte et l'utiliser d'une façon qui est normale. Je vais aller vers mon compte que j'ai moi-même, que j'ai pu créer. C'est Scopus. Vous aurez, une fois vous allez faire l'inscription, vous aurez un compte de cette façon. Si vous voyez avec moi, Zakaria Ezrzare, huit.ac.ma. Moi, si vous voyez le lien ici, je n'ai pas imist.ma/scopus.com. C'est-à-dire que je me suis connecté directement vers Scopus. Maintenant, une fois j'ai cette base devant moi, à quoi va servir pour moi en tant que chercheur? Qu'est-ce que j'aurais besoin de connaître? La première des choses, vous avez ici trois éléments. Vous avez les documents, c'est-à-dire les articles, soit les actes de conférence, soit les chapitres d'ouvrage, soit les ouvrages. Donc, l'ensemble des éléments que vous avez. Deuxièmement, vous avez les auteurs, c'est-à-dire moi, je veux chercher un auteur en particulier. Donc, je vais saisir son first name and last name, ou la last name and first name, et par la suite, j'aurai tous les articles qui ont été publiés par cet auteur. Et nous avons les affiliations. Si je veux par exemple chercher Université Ibn Tufayl, je vais tout court aller vers cette affiliation et faire ma recherche. Je vais utiliser ce que vous aurez besoin en tant que chercheur dès la première chose. Vous avez ici Search Document. Il y a certains éléments que vous devez connaître. Pour faire la recherche dans Scopus, ce n'est pas comme Google. Je vais écrire un mot et il va me... Si je fais, pardon. La connexion. Donc, si je fais audit and performance et je fais chercher, je vais trouver aucun résultat. Si vous voyez devant vous, qu'est-ce qu'il va m'écrire en haut? Il va m'écrire title ABS Key.
C'est-à-dire que la façon avec laquelle j'ai fait la recherche, c'est une façon qui est erronée. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais revenir et je dois utiliser certaines astuces pour que je puisse faire ma recherche. La première des choses, donc la première, il y a deux façons de faire. Soit je vais écrire and et je vais refaire de la même façon, de cette façon, et je vais mettre recherche, search, et je vais avoir, si vous voyez avec moi, je vais avoir l'ensemble des résultats. Ce sont des résultats lorsque je fais, soit je fais le premier terme à côté d'étoile, espace, je refais la même chose pour le deuxième terme, ou j'écris le and, c'est la même chose. C'est-à-dire, j'ai parlé, lorsque j'ai fait ma recherche ici, j'ai cherché les comités d'audit et je dis à Scopus et vous allez chercher et la gouvernance. Il va me donner tous les articles dans lesquels on a dans les termes clés ou dans le résumé les audit committee et gouvernance, c'est-à-dire les deux termes clés. Deuxièmement, la deuxième façon de faire la recherche, au lieu d'écrire le and, je peux le supprimer, je peux ne pas l'écrire et je fais chercher et il va me donner exactement les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'il va m'envoyer vers, si vous voyez, c'est le même nombre de résultats, il n'y a aucune différence entre les deux. Maintenant, il se peut que par exemple, moi je veux les comités d'audit, mais sans concept de gouvernance. Je vais mettre not governance et je vais mettre search. Et il va me donner ici, si vous voyez, tous les articles qui contiennent les comités d'audit, mais qui vont exclure par la suite, excusez-moi, et qui vont exclure le terme de normalement, normalement ils doivent exclure gouvernance. Je vais revenir pour garder les deux et vous montrer, ils vont montrer une autre chose, c'est que comment analyser les résultats. Parce qu'une fois j'obtiens des résultats, vous allez tout simplement revenir ici et mettre 2013 et vous aurez, on peut aller jusqu'à, normalement pour cette thématique, ils ont commencé à travailler sur cette thématique à partir de 2013 et donc les plus anciens, ils ne datent que de 2013 et ainsi de suite. Deuxièmement, nous avons les auteurs. Je vais pouvoir, si je veux par exemple sélectionner Husseini Khalid, parce que d'ailleurs il est avec nous sur le groupe, c'est le professeur Husseini Khalid de Portsmouth de Grande-Bretagne et qui travaille sur la thématique. Et ici, il est le plus coté avec 13 publications. Par la suite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les subject areas, c'est-à-dire, est-ce que moi, en tant que chercheur en économie et gestion ou en gouvernance, j'aurais besoin d'étudier sur les computer science? Bien sûr que non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner Business Management and Accounting et Economics, Econometrics and Finance. Et je vais mettre tout simplement en bas. On ne devrait pas avoir ce problème en 2022, mais on ne peut rien faire. En attendant que ces résultats soient raffinés, malheureusement c'est cette connexion. Ça doit être très rapide en principe.
Je ne sais pas si les personnes sur Facebook ils m'entendent bien. Donc c'est bon. Je reviens vers Scopus. Donc pour moi, normalement, j'ai raffiné mes recherches uniquement au niveau de, en principe, je l'ai raffiné pour, c'est un service très mal, très mal donné par le fournisseur d'Internet. Et bon, donc, si vous voyez, ce sont les articles que nous avons. En principe, j'ai sélectionné, j'ai limité la recherche à Business Management et Econometrics and Finance. Et je vais pouvoir les sélectionner par affiliation, c'est-à-dire est-ce que je veux uniquement l'université de Utara Malaysia ou je veux l'université de technologie de Mara, ainsi de suite. Également, je peux sélectionner les articles par région. Est-ce que c'est United States, United Kingdom, Malaysia, ainsi de suite. Et les sources types, est-ce que c'est un journal également, conférence, et bien sûr la langue. Si vous voyez les articles en anglais, c'est 1430. Les articles en français, c'est uniquement 7. Donc, sincèrement, c'est pas la peine d'écrire des termes clés. C'est pas la peine de faire des termes clés c'est pas la peine de mettre des termes clés en français parce que vous n'aboutissez à rien. Il faudrait chercher toujours en anglais. Les deux bases de données, ni Scopus ni Web of Science, ils presque ne reconnaissent pas, c'est pas ne reconnaissent pas, mais la majorité des articles qui sont publiés sont en langue anglaise. Donc il faudrait mieux utiliser les termes clés anglais si vous voulez avoir des résultats plus raffinés. Donc, une fois on aura ces résultats, on doit les analyser. Comment je vais analyser ces résultats? Je vais commencer par sélectionner, pour Scopus, je vais sélectionner le tout. Et je vais mettre Analyze Search Result. Je vais cliquer sur cette analyse. Et vous voyez devant vous les 1454 documents, parce que moi, comme je vous ai montré au départ, j'ai enlevé les autres disciplines. Je n'ai gardé que la discipline de Business, Accounting, et ainsi de suite, et Econometrics and Finance. A été d'actualité en 2020, mais par la suite, il y a une baisse considérable de nombre de recherches. Par la suite, qu'est-ce que je vais analyser? On va analyser la première des choses, ce sont les auteurs, parce que ce qui nous intéresse, c'est les auteurs. Je vais cliquer sur les auteurs. Si vous voyez, j'ai trouvé ici la même classification que j'ai tout de suite. On a le nombre de documents par auteur, c'est-à-dire si je fais un article scientifique en principe, je n'ai pas ici plusieurs auteurs. Je dois citer au moins ceux qui ont apparu, les 15 premiers auteurs. Je dois lire leurs travaux, je dois les citer, je dois approfondir mes analyses pour ces travaux. De cette façon, je vais rédiger un article qui aura la chance d'être accepté par la suite. Ça, c'est un premier niveau d'analyse. Deuxièmement, j'ai cet auteur. Qu'est-ce que je dois faire en principe? Je dois analyser son profil. Je ne sais pas, est-ce que le problème d'analyse a été réglé. Donc, ici, lorsqu'on a cliqué, on a obtenu l'ensemble des articles qui ont été publiés par cet auteur et également ses co-auteurs à gauche. Je vais cliquer sur l'auteur. Normalement, quand je clique ici, en principe, je dois trouver le profil de l'auteur avec
avec son impact factor. J'attends juste le résultat. Il est en train de tourner. Sinon, je vais faire... je vais mettre Khaled et je vais mettre rechercher. Si non, j'ai mal écrit le nom. Normalement, non. Ça doit être donné par... J'ai fait une erreur. Husseini. Ah, c'est avec A, pas avec E ici. A. Donc, normalement, il doit me donner l'analyse. C'est juste un problème, je ne sais pas pourquoi. C'est toujours le même problème. En principe, je dois avoir une fiche par auteur et qui va m'analyser par la suite le profil de l'auteur avec ses domaines de recherche, le nombre d'années de recherche et quand est-ce qu'il a fait la recherche. En principe, ça doit être donné. C'est juste ici, je ne sais pas pourquoi. C'est un problème de Scopus. Donc, ça, c'est le premier niveau d'analyse. À la fois, je vais analyser les résultats et je vais analyser l'auteur où je vais connaître les auteurs qui ont travaillé sur la thématique pendant plusieurs années. Deuxièmement, si je suis marocain, eh bien évidemment, je veux travailler sur des contextes similaires. Et quand je dis travailler sur des contextes similaires, bien évidemment, j'aurai besoin des pays qui ont travaillé sur ce sujet. Pourquoi? Si je veux comparer les résultats de mon analyse, je ne vais pas les comparer avec les États-Unis, parce que pour la simple raison, le contexte marocain n'est plus le contexte des États-Unis. Le contexte marocain, ce n'est pas le contexte européen. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais venir ici, par exemple, je vais chercher l'Égypte, je vais chercher Nigeria, je vais chercher Taïwan, je vais chercher la Jordanie, le Sud-Afrique et ainsi de suite. Je vais sélectionner les articles qui ont été, ou les pays qui ont été, pardon, je vais juste sélectionner Sud-Afrique, Taïwan, Nigeria. Et de cette façon, je vais aller directement, par exemple, ici, Nigeria, je vais cliquer sur la Nigeria et je vais avoir les articles qui ont été élaborés dans le contexte nigérian. Et vous allez voir que vous aurez tous les articles nécessaires. De cette façon, moi, en tant qu'auteur, lorsque je vais commencer à comparer mes résultats ou j'essaie de développer ma problématique sur le contexte marocain, je vais l'appuyer sur des études qui ont été élaborées sur un contexte similaire. Je ne vais pas tomber sur de fausses comparaisons qui ne tiennent pas compte ni du développement, par exemple, du marché financier, ni du développement de la réglementation. C'est comme si je suis en train de comparer deux choses incomparables. C'est la raison pour laquelle que vous aurez besoin de trois éléments. Le premier élément, c'est voir ce graphique général. Pourquoi? Pour voir est-ce que la recherche est toujours une recherche d'actualité, c'est-à-dire qu'il y a une tendance des chercheurs dans ce domaine. Bien évidemment, ceci ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de faire la recherche dans ce domaine, parce qu'il y a toujours des chercheurs qui sont en train de faire cette recherche. Donc, il est toujours d'actualité, mais avec moins d'acuité par rapport à d'autres thématiques. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour les auteurs de référence, pour envoyer votre article à une revue dans Scopus au Web of Science, vous n'allez pas utiliser que des articles sur Google Scholar, mais vous devez avoir 70% ou 80% des articles cités qui se trouvent sur Scopus et avec des auteurs de référence. De cette façon, vous augmentez la chance de votre article d'être accepté par cette revue qui est indexée Scopus. Et troisièmement,
lorsque vous voulez comparer les résultats obtenus, vous aurez besoin de connaître les pays qui ont cité cet article et les pays qui ont parlé de cette problématique et ils ont traité votre problématique de la même façon. Donc, en grosso modo, ce sont les trois éléments essentiels de cette base de données. Cependant, je dois mentionner un élément très important. Si vous travaillez avec Scopus, vous aurez intérêt d'installer Mendeley. Pourquoi? Parce que Mendeley, il est acheté par Scopus. Et on va voir que EndNote, il est la propriété de Web of Science. Donc, si vous faites vos recherches sur Scopus, de préférence de faire Mendeley, d'installer Mendeley et de travailler avec, parce qu'il va faciliter l'échange entre Scopus et la data que vous allez collecter pour pouvoir la citer par la suite. Deuxièmement, vous pouvez soit sauvegarder, si vous voyez là, save de résultats, vous pouvez set des alertes, c'est-à-dire, moi je travaille sur les comités d'audit par exemple. Je vais faire quoi? Ces deux termes, je vais créer une alerte d'une sorte que à chaque fois il y a un article qui va traiter les deux termes clés, je vais recevoir une alerte. Mais bien sûr, je ne vais pas recevoir une alerte mensuelle, une alerte quotidienne. Si je fais everyday, c'est-à-dire à chaque fois je vais entrer dans ma boîte, je vais trouver une actualité. Sinon, la meilleure chose, c'est de créer une alerte par semaine. De cette façon, j'aurai les recherches qui ont été effectuées dans une semaine ou dans un mois et je vais également je vais sélectionner le jour où je veux réellement voir cet email, c'est-à-dire, par exemple, je ne reçois pas beaucoup d'emails le dimanche, je vais faire dimanche. De cette façon, je vais pouvoir lire ces articles. Par contre, si je sélectionne un jour où j'ai des cours, un jour où des engagements, automatiquement, je ne vais pas lire l'email. Donc, ça sera une alerte perdue pour moi. Et je vais faire le statut active ou inactive, c'est-à-dire est-ce que je vais activer cette alerte ou pas. Ça, c'est en premier lieu. Deuxièmement, moi, je vais sélectionner la totalité de ces articles. Je vais faire download, c'est-à-dire je vais pouvoir les télécharger comme vous voyez devant vous, mais ici, il m'a limité à 27, mais, pardon. Ces articles, ils sont les articles en open access. Si vous voyez devant moi, open access, tous ces articles qu'il va télécharger sont en open access et disponibles sur Scopus. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer au départ. C'est-à-dire que ces articles, je vais pouvoir les trouver rapidement, sans aucun frais. Je vais pouvoir les télécharger et les lire sans aucun problème. Ça, c'est la première des choses. Je ne vais pas quand même télécharger 27 articles avec notre connexion. Deuxièmement, je peux, si vous voyez, save de liste, c'est-à-dire je vais sauvegarder cette liste. Le texte export, c'est-à-dire je peux, si vous voyez devant vous, exporter toute la recherche. Et si vous voyez ici, je vais sélectionner soit Mendeley, soit EndNote, soit Xlibrary, soit CSV sous format Excel, soit BibTeX, soit tout simplement plein texte sous format HTML. Si vous utilisez par exemple Zotero, vous allez choisir vous allez choisir CSV pour pouvoir importer au BibTeX. Par contre, la meilleure des choses, c'est d'avoir Mendeley si vous utilisez Scopus. Et qu'est-ce qu'il va vous exporter? Il va vous exporter, c'est ce qu'on appelle la data ou la métadonnée. Cette métadonnée, elle est constituée ici de 5 gros groupes d'informations. Les citation information, tout ce qui concerne l'auteur, le titre, le volume, l'issue, le DOI, les deux, citation information et abstract keyword, que vous allez exporter pour les utiliser par la suite. Le troisième élément, c'est que je vais les... attendez, non, c'est pas ça. Je dois les envoyer par email. Je vais cliquer sur cette icône d'email. Et automatiquement, si vous voyez, je vais les envoyer par exemple à... Je vais sélectionner mon email. Je peux mettre le même email
c'est-à-dire je vais les envoyer à moi-même et je vais sélectionner les éléments que je veux que je reçois, par exemple les deux, et je vais tout simplement mettre send email et je vais recevoir un email détaillé avec l'ensemble de ces éléments. Je peux les télécharger sous format de PDF, c'est-à-dire tout simplement je vais faire save PDF et j'aurai l'ensemble des références que j'ai sélectionnées. Sinon, je vais les avoir sous forme de ma bibliographie et je vais les exporter et ici je vais sélectionner la méthode de référencement, c'est-à-dire dès le départ, je n'aurai pas besoin à chaque fois de chercher un logiciel pour faire la citation. Je vais les créer une bibliographie avec la norme APA et je vais faire copier et coller dans mon article. Ici, ils ont dit only first document will be used for the bibliography, c'est-à-dire ici, je ne vais pas dépasser je n'ai pas le droit de dépasser 2000 références et donc la recherche dans sa base de données. Maintenant, on va aller vers la deuxième base de données qui est ce qu'on appelle Web of Science. Web of Science, la particularité, c'est que je suis obligé de passer par emist.ma. C'est-à-dire, si je n'ai pas le e-resource, je me suis... donc, je vais me connecter par emist. Donc, ça, c'est... Je vais cliquer sur Web of Science. Je vais cliquer sur Web of Science. Je vais avoir cette page. Mais avant de faire la recherche, j'ai prévu une chose. Lorsque vous essayez de chercher les journaux qui sont indexés sur Web of Science, ce n'est pas comme le cas de Scopus, on va les télécharger. Mais sur Web of Science, on n'a pas la possibilité de télécharger. Mais je dois chercher le journal. Par exemple, je vais faire Accounting et je vais mettre Search Journal. Et j'aurai la liste des revues qui portent le nom de Accounting et qui sont indexées sur le Web of Science. Et à côté, vous voyez s'il s'agit est-ce qu'il s'agit d'un Open Access ou il ne s'agit pas d'un Open Access. Donc c'est de cette façon que je peux chercher une revue sur Web of Science. Je peux par la suite créer mon compte, c'est gratuit, je peux créer mon compte, mais qui sera limité. Et il ne va pas me permettre de faire la recherche. Pourquoi? Parce que, comme je répète, je dois obligatoirement passer par Scopus, passer par le e-resource de l'EMIST. Donc, une fois je vais cliquer sur le Web of Science dans l'EMIST, vous voyez www.webofscience.com.iresource.emist.ma. Donc, c'est la même façon, la même structure, parce que Web of Science et Scopus, ils utilisent presque la même chose. Je vais mettre Audit Committee étoile entre les deux accolades et je vais faire un espace. Je peux écrire AND, je peux écrire OR, c'est-à-dire si je veux chercher les comités d'audit ou un autre terme, je vais utiliser, excusez-moi, je vais utiliser AND et ainsi de suite. Et je vais utiliser des autres guillemets, governance. C'est juste pour vous montrer que c'est presque les mêmes résultats, juste quelques centaines ou quelques cinquantaines de différences. Des revues qui sont indexées sur Web of Science et qui ne sont pas indexées sur Scopus. Mais une chose qui est très importante, c'est que vous n'allez pas trouver une revue qui est sur Scopus et qui n'est pas sur Web of Science. L'inverse probablement, mais généralement. De cette façon, je vais sélectionner les articles, pardon.
C'est lorsque nous avons une connexion de cette façon, malheureusement, on doit travailler avec les moyens de bord. Donc, au lieu de faire exclude, je vais faire refine, c'est-à-dire je vais raffiner mes résultats de la sorte que je n'aurai que ces résultats qui seront affichés pour moi. Par la suite, l'étape suivante, bien évidemment, je vais sélectionner normalement tous ces articles et qu'est-ce que je vais faire? Si vous voyez devant moi, je vais analyser le résultat. C'est de la même façon que Scopus, sauf que ici, c'est plus joli que Scopus. Vous allez trouver Business and Finance, Business, Ethics, Public Administration, et ainsi de suite. Ça, c'est en premier lieu. Deuxièmement, ils vont vous donner le pourcentage de la thématique dans quelle discipline. Pourquoi? La réponse est simple. Lorsque je veux soumettre un article, je ne vais pas le soumettre, je vais pas soumettre mon article à une revue, par exemple, le H-index. Là, ce n'est pas le H-index de Google. Je dis bien, ce n'est pas le H-index de Google, mais le H-index de l'auteur au sein de Web of Science. Vous allez trouver la totalité de ces articles et son score, le nombre de publications, ainsi de suite. Normalement, ici, quand je fais l'analyse, je ne dois pas... Citation Report. On va attendre un peu. Ça va prendre un peu de temps. Donc, Citation Report, c'est ce que je cherchais. En principe, nous avons le nombre de publications. C'est exactement comme Scopus. Si vous voyez la tendance en 2020, pour la même thématique, on n'a pas trouvé 3 ou 4 tendances, mais on a trouvé une seule tendance. Dans les deux, Scopus et Web of Science, on avait une augmentation exponentielle jusqu'à 2020. Et par la suite, le nombre d'articles a baissé entre 2020 et 2022. Si vous voyez ici, il va vous donner les articles les plus cotés, les plus cités. Il va non seulement donner les auteurs, mais il a donné les articles qui ont reçu les plus de citations, c'est-à-dire automatiquement ou indirectement, vous aurez les auteurs de référence par citation. De même, j'essaye de trouver le citation. Non. Donc, on n'aura que ces éléments-là. Et par la suite, je peux créer une alerte, comme le cas de Scopus. Je vais créer une alerte de cette façon. Je vais nommer l'alerte et je vais la sauvegarder parce que moi, avant, j'ai créé une alerte, l'alerte avec mon email et je vais faire Manage Alert et je vais tout simplement ici, parce que par exemple, je veux pas recevoir, je vais mettre inactive et je vais la laisser. Je vais laisser More Options, c'est-à-dire est-ce que je veux recevoir une alerte par jour, daily, weekly ou la monthly. Donc, tout simplement, par contre, Scopus, il me permet de plus de possibilités dans l'alerte, même de choisir le jour de l'alerte, contrairement à Web of Science qui ne me permet pas de choisir cette option. C'est en grosso modo les deux bases de données que nous avons, ou les deux bases de données qu'il faudrait apprendre à chercher à en chercher tout simplement pour que vous puissiez par la suite faire une bonne analyse documentaire ou une recherche documentaire plus appropriée à votre recherche. Et de cette façon même, lorsque vous allez écrire un article, vous allez l'écrire sur la base des auteurs de référence et sur la base des articles les plus cités. Et vous pouvez par la suite augmenter la possibilité que votre article soit accepté. Pourquoi? Parce qu'il appelle un autre élément qui est comment et où choisir une revue scientifique. Donc,
il y a bien évidemment plusieurs étapes à respecter pour sciences économiques et de gestion. Je ne vais pas trop parler pour les sciences exactes, pour la simple raison que sciences exactes, ils ont l'obligation de passer de publier dans Scopus au Web of Science ou Cairn, je pense, ou DOAG. Par contre, en sciences économiques et de gestion, généralement, on n'a pas sauf pour quelques universités, on n'a pas cette obligation pour la simple raison que les domaines de recherche en sciences économiques et de gestion, il y a dans plusieurs cas, les revues à l'échelle internationale, ils ne s'intéressent pas au contexte marocain et donc les chercheurs y trouvent des difficultés, raison pour laquelle ils ont mis d'autres critères à condition bien évidemment que les revues ne soient pas des revues prédatrices. Donc, on va vérifier si la revue est indexée Scopus au Web of Science. C'est l'idéal. Donc, chaque doctorant, chaque chercheur en sciences économiques et de gestion, de préférence, s'il peut, Scopus Web of Science, c'est le top. C'est pour une carrière de chercheur avec un CV bien solide, il faudrait avoir des articles sur Scopus ou Web of Science. Sinon, DOAG, Cairn, Core ou EconLit. Donc, EconLit, c'est une association américaine qui fait une indexation des revues. Il se peut que vous allez trouver plusieurs de ces revues indexées. Ils sont également sur Scopus Web of Science. Sinon, les autres catégories, bien sûr, à condition que la revue ne soit pas une revue prédatrice et on va voir comment par la suite. Mais avant de passer à ce niveau, on va parler des revues indexées Scopus Web of Science. Nous avons 4 quartiles, c'est ce qu'on appelle les quartiles. Les quartiles, c'est une classification de Q1 à Q4. Et plusieurs chercheurs en économie-gestion ne savent pas ou ne comprennent pas à quoi sert Q1, Q2, Q3, Q4, c'est quoi exactement. Donc je reviens. Le Journal Citation Report, classe les revues d'un même domaine de recherche selon leur facteur d'impact. C'est la raison pour laquelle on calcule le facteur d'impact de la revue. Donc c'est déterminé dans quel quartile une revue se situe, permet d'anticiper ses chances d'y être publiée. Parce que moi, je suis par exemple un jeune chercheur. Je n'ai jamais publié sur Scopus. Est-ce que je vais commencer avec Q1? Bien sûr que non. Je dois commencer avec Q4. Pourquoi? C'est comme si je suis en train de bâtir ma réputation de chercheur. Parce que lorsque je vais soumissionner mon article dans une revue classée, ils vont chercher mes anciens noms des revues les plus importantes de la liste. C'est-à-dire, j'ai 100 revues, j'ai Q1, c'est les premiers 25 revues. Q2, c'est entre le classement de 25 et 50. Et bien sûr, je vais me baser sur quoi? Je vais me baser sur l'impact factor, c'est-à-dire je vais prendre, le total de l'impact factor est 100. Je vais prendre les premiers qui vont représenter 25% du 100 de l'impact factor total des revues. Deuxièmement, je vais prendre entre 25 et 50 du 100%. Et Q3, il est occupé par le groupe des revues entre 50% et 75%. Et finalement, le Q4, c'est entre 75 et 100, c'est-à-dire cette revue, elle est classée parmi les impact facteurs, soit 75, 76, jusqu'à le dernier classement qui est le 100. C'est la raison pour laquelle, quand vous parlez des revues, classez le Q1 au Q4 jusqu'à Q1 plutôt, parce que le Q4 c'est le plus bas et Q1 c'est le plus élevé. Deuxièmement, les articles avec embargo ou open access. Donc ce sont des articles, je vais commencer par les articles qui sont sans droit d'auteur, c'est-à-dire lorsque vous soumissionnez votre article à une revue dans EasyVir ou Sciences Direct, et c'est une revue qui n'est pas open access. L'intégrité de votre... Pardon. Excusez-moi. Donc l'intégrité de votre article ne vous appartient pas. En d'autres termes, si vous me donnez moi cet article et que vous avez distribué 10 articles que la revue vous a offerts, automatiquement vous êtes en illégalité et la revue peut aller en justice pour demander dommages et intérêts. Deuxièmement, il y a les articles qui ont une période d'embargo, c'est-à-dire vous allez publier un article, mais la revue, il va vous imposer que vous n'avez pas le droit d'utiliser cet article qu'après le passage d'une année ou de 2 ans
c'est-à-dire à partir de la deuxième année de publication, vous allez publier l'article en décembre 2020, vous n'aurez le droit de le mettre sur ResearchGate ou sur un réseau social qu'après 2 ans. Et donc, automatiquement, lors de la publication de l'article, vous ne détenez pas toujours le copyright. Troisièmement, nous avons les open access sans frais de publication. C'est l'idéal, bien évidemment, lorsque vous trouvez une revue indexée Scopus au Web of Science, également open access, c'est-à-dire que vous détenez les droits d'auteur et vous avez le droit de partager votre article sans aucun problème et vous ne payez rien, c'est-à-dire tout est gratuit et votre article est bien indexé dans des bases de données reconnues mondialement. Troisièmement, nous avons les articles en open access avec des frais de publication. C'est généralement le cas dans plusieurs revues et, excusez-moi, cet open access, il sert à quoi? C'est-à-dire, au lieu que votre article ne soit publié sous la première ou la deuxième forme, c'est-à-dire que vous ne détenez pas les droits d'auteur, c'est à vous de payer les droits d'auteur. C'est ce qu'il y a au niveau international. Mais attention, plusieurs revues prédatrices, ils ont utilisé cette méthode de financement des revues pour contourner la règle et commencer à encaisser de l'argent sans faire des évaluations. C'est la raison pour laquelle que par la suite, il y a des sites, notamment on va le voir tout de suite, le Bill List, qui a montré un ensemble de pratiques prédatrices qui vont nous permettre de détecter ces revues. Donc c'est le Bill List ou le site de Bill List, on va le voir. C'est l'article que vous avez devant vous, c'est le site que vous avez devant vous. Ce site, il est composé de plusieurs rubriques. Ici, nous avons les publishers prédateurs, c'est-à-dire, quand je dis le publisher, par exemple, moi j'ai une revue, et cette revue m'appartient, c'est-à-dire le nom de l'ISSN avec mon nom. C'est moi le publisher en tant que Zakaria El-Zerzari. Par contre, il y a des publishers qui sont des faux publishers, des personnes qui créent des sites web, qui n'ont aucune identité et qui commencent à faire plusieurs revues. Et lorsque vous en... Excusez-moi, je vais accepter. Ce sont des revues prédatrices et si vous voyez que plusieurs d'entre elles, qu'est-ce qu'ils vont utiliser? American Based, American International, American, British, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que plusieurs prédateurs, ils utilisent les noms des pays pour qu'ils puissent attirer ce qu'on appelle les auteurs. Quand vous lisez American Journal, quand vous lisez British Journal, automatiquement, votre tête, il va dire, bon, c'est une bonne revue, c'est une revue britannique. Mais la réalité, c'est que c'est une autre chose. Le nom ne reflète pas le contenu. Il faut toujours voir le contenu. Pardon. Là, on a également les hijacked journals. Je vais vous montrer les hijacked journals. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai une revue qui est indexée Scopus. C'est juste une supposition. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Une autre revue. Il va copier et coller mon site web avec le même nom, avec tous les éléments. Et lorsque vous allez le consulter, si vous voyez ça, ce sont des revues qui existent en réalité. Mais si vous voyez hijacker, c'est-à-dire qu'ils ont pris, lorsqu'on va voir ici Acta Bioetica, c'est-à-dire que c'est une revue réelle. Ici, le journal, bien sûr, ici c'est le journal qui a copié le site de ce journal qui est authentique et qui va vous arnaquer. Vous croyez que vous êtes en train de publier dans le bon journal alors que vous êtes sur un journal qui n'a aucune valeur, c'est juste qui a utilisé le nom d'un autre journal et la même forme de son site web pour vous arnaquer tout court. Par la suite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les misleading impact factors, c'est non. Il ne faudrait pas mettre dans la revue un impact factor si vous n'êtes pas tout simplement indexé sur Scopus au Web of Science. C'est comme si vous êtes en train
de dire à des personnes que je suis indexé sur Scopus indirectement ou sur Web of Science, et toute revue qui va fournir une fausse information est considérée par la communauté scientifique comme étant une revue prédatrice pour la simple raison que ce qu'on appelle l'environnement ou la communauté scientifique, elle ne reconnaît, elle se base sur la confiance pour la simple raison que lorsque vous citez un article sur Scopus, est-ce que vous avez par exemple lu le détail de cet article, c'est-à-dire la base de données, est-ce que vous avez refait les calculs et ainsi de suite? Bien sûr que non. Excusez-moi. Bien évidemment, vous n'avez pas assisté à l'ensemble de la procédure d'évaluation. Donc, c'est une question de confiance. Et la confiance scientifique, elle se base sur les bonnes preuves. Vous aurez la liste avec l'ensemble des revues que vous aurez devant vous. Ce sont des revues ici qui disent qu'ils sont indexés Scopus, mais ils ne le sont, pardon, DOAG, mais ils ne le sont pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous aurez la liste Journal Added and Removed. C'est la liste des journaux qui a été ajoutée et qui a été supprimée de DOAG. Donc, c'est une liste qui est importante, mais cette liste, on ne doit pas la prendre d'une façon, on doit la lire d'une façon intelligente. Pourquoi? Parce que vous avez ici Journal Not Adhering to Best Practice, c'est-à-dire des journaux qui font de mauvaises pratiques éditoriales. Ici, si vous voyez, c'est cette publication, c'est-à-dire on n'a pas cette revue, elle n'a fait aucune chose qui est mauvaise, mais qu'il a arrêté d'être publiée. Deuxièmement, ici on a inactive, c'est-à-dire que ce journal, il n'est plus actif. Ici, site web no longer work, c'est-à-dire que l'URL du site web n'est pas continu dans le temps. C'est la raison pour laquelle j'ai oublié de le mentionner, mais je vais en parler à la fin, sur la catégorie des DOI. Ici, par exemple, vous avez ce Brazilian Journal of Nature Science, Suspected Editorial Misconduct by Publisher. C'est-à-dire, par exemple, moi je suis quelqu'un qui a publié, ou là, qui a une revue. Qu'est-ce qu'ils vont faire? DOAG. Lorsque moi je suis un auteur, à chaque fois, par exemple, je vais faire une pratique qui est prédatrice. C'est-à-dire, je ne vais pas évaluer un article, je vais publier un article en 2 jours, je vais publier un article en 5 jours, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils vont faire les auteurs? Les auteurs, ils vont envoyer un email à DOAG avec l'ensemble des éléments. J'ai soumis mon article aujourd'hui, et le lendemain, mon article des pratiques prédatrices. La portée et l'intérêt comprennent des sujets différents. Par exemple, ma revue, elle est spécialisée en management, comptabilité et finance et économie, et je suis en train de publier des articles dans la littérature anglaise. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Bien évidemment, non. C'est-à-dire que c'est une revue qui publie n'importe quel type d'article. Deuxièmement, le site web contient des fautes d'orthographe et de grammaire. Troisièmement, les images sont déformées, floues, destinées à ressembler à quelque chose qui ne sont pas ou qui ne sont pas autorisées. C'est la raison pour laquelle je vais vous montrer qu'il y a toujours dans chaque revue, il doit ajouter dans le journal policy ou la politique du journal, elle doit ajouter le copyright des figures ou des tableaux qui sont utilisés par l'article. Troisièmement, la langue de la page d'accueil cible les auteurs, c'est-à-dire je vais prendre l'impact factor je vais mettre en grosso modo, je vais mettre en première page impact factor 20,70, alors que cette revue n'est pas indexée sur Scopus ou Web of Science. Là, on est en train de vous induire en erreur. Donc l'index Copernicus Value ou Easy ou Faux Impact Factor sont promus sur les sites web. C'est-à-dire, vous, lorsque vous publiez, vous croyez que vous avez publié dans une revue avec Impact Factor, alors ce n'est pas le cas. Toute revue qui n'est pas indexée dans Scopus ou Web of Science, elle n'a pas d'impact factor. C'est une chose c'est une évidence et c'est une chose que vous devez comprendre. Pardon.
Euh, Par la suite, c'est une diapositive que j'ai répétée. Donc, la description du processus de traitement du manuscrit, il fait défaut, c'est-à-dire, excusez-moi, c'est-à-dire lorsque vous demandez le processus de publication, vous n'aurez aucune information à propos de ces processus dans la revue. Les manuscrits sont priés d'être soumis par courriel, c'est-à-dire on va vous envoyer des emails. Une publication rapide est promise, c'est-à-dire que lorsque vous envoyez l'article, c'est rapidement il est publié ou il n'est publié sans aucune remarque, ou ce sont les mêmes remarques qu'ils vont vous envoyer la première fois, ils vont vous l'envoyer la deuxième fois, ils vont les envoyer à vos amis. Donc il n'y a pas de remarques, il n'y a pas une lecture réelle de l'article. Troisièmement, il n'y a pas de point comment je vais garantir que mon article va rester en ligne. C'est la raison pour laquelle que je vais vous montrer par la suite comment on utilise un DOI. Et les articles publiés appartenant par exemple 99% à des auteurs nigérians et africains, alors que la revue, elle s'appelle British Journal of Finance and Accountability. On ne peut pas accepter ça pour la simple raison que si je prends l'exemple canadien, il refuse de donner un ISSN à une revue dont les articles sont inférieurs à 50% des articles qui proviennent de Canada. Donc c'est la même chose. Si vous avez un journal British Journal, il faudrait lire qui publie dans ce journal. Est-ce que réellement ce sont les British? Est-ce que c'est international? Ou uniquement ce sont les Africains, par exemple, dans ce cas ici? C'est bien évidemment, ce n'est pas un article britannique, mais c'est pas un journal britannique. Même s'il a, par exemple, dans ce cas, un ISSN, il a un ISSN britannique, mais scientifiquement, ce n'est pas un journal britannique puisqu'il ne publie pas des recherches dans ce sens, c'est-à-dire sur le contexte britannique. Excusez-moi, c'est juste un... Donc, les frais de traitement et de publication des articles sont très bas, 30 euros, par exemple 30, 40, 50, 60, ainsi de suite. Des frais exigés contre l'envoi des évaluations, c'est principalement c'est ce qu'on appelle à l'échelle internationale une pratique de chantage. Je ne vais pas vous envoyer l'évaluation si vous ne payez pas. Les revues prétendant être en libre accès conservant le droit de l'auteur de la recherche publiée ou omettent de mentionner le droit d'auteur. C'est-à-dire, lorsque vous payez pour un open access, c'est obligatoirement, il faudrait avoir la possibilité d'utiliser l'article et qu'il soit de votre droit. C'est pas, par exemple, je paye une somme d'argent, mais en réalité, l'article sera vendu par la revue et je n'ai pas l'open access. Ça, il est considéré comme une mauvaise pratique. L'adresse mail de contact est non professionnelle et non affiliée à une revue. Par exemple, Gmail, Yahoo, ainsi de suite. Et des fausses indexations, par exemple, dans une base de données prétendant être DOAG ou autre, mais une revue est éditée par son université ou une université comme Harvard. Par exemple, moi-même, je vais venir vous dire que ma revue est éditée par mon université alors que c'est faux, ou par l'université de Harvard. Le publisher change d'une base de données à une autre ou absent, c'est-à-dire, excusez-moi, je vais voir qui veut rejoindre. Bon. Par exemple, le publisher, moi, dans cette base de données, c'est moi qui est l'éditeur. Dans une autre base de données, par exemple, c'est une autre personne. Dans la troisième base de données, il y a un autre nom de l'éditeur ou absent carrément, et ainsi de suite. Donc, c'est la raison pour laquelle il faudrait voir toutes les bases de données. Ou publisher ou éditeur qui a plusieurs revues, mais dont aucune revue n'est indexée Scopus au Web of Science, bien évidemment, c'est une affaire commerciale et qu'il ne s'agit en aucun cas de scientifique, etc. Mais avant de terminer, j'aimerais parler d'une question qui est très importante, c'est le DOI. Pourquoi on utilise le DOI? Le DOI, il y a deux façons de l'avoir. Le premier DOI, c'est principalement celui qu'on obtient. C'est quoi un DOI? Juste pour information, pour que vous ne soyez pas induit à l'erreur. Le DOI, ça n'a rien à voir avec ni la qualité d'article et le nouveau lien d'article. Si la revue
Bien évidemment, si la revue cesse de paraître, le DOI ne servira à rien parce que le lien de la revue a disparu. C'est la raison pour laquelle que certaines revues ils utilisent le DOI de Zenodo. Pourquoi? Parce que le DOI de Zenodo ne fait pas ce travail, c'est-à-dire si vous changez le lien, il ne va pas vous reconduire à un nouveau lien, mais il va garder l'article, c'est ce qu'on appelle l'auto-archivage, et il va garder l'article pour toujours, c'est-à-dire si la revue a disparu, automatiquement votre article il va rester en ligne via le DOI de Zenodo. Troisième, avant de terminer, juste pour vous montrer certains éléments qui sont très importants avant de terminer très rapidement. Le Journal Policy, je m'excuse parce que je ne voulais pas montrer une autre revue euh, pour pour éviter une mauvaise interprétation. Donc, les Journal Policy, pourquoi il faudrait les lire? N'importe quelle revue sur Scopus, sur Elsevier. Elsevier, c'est celui qui, le publisher de l'ensemble des revues de sciences directes. C'est-à-dire, vous allez trouver l'ensemble des éléments, le guide de l'auteur, le processus d'évaluation, l'authorship, l'author warranty and permission, c'est-à-dire la permission, l'author appeal, c'est-à-dire que lorsque votre article est refusé, qu'est-ce que je dois faire? La data, repository, open access, ainsi de suite. Donc, je vous invite, avant de publier n'importe quel article, d'aller, comme je dis, regarder ce site billist.org, voir si la revue n'est pas dans ces deux listes, list of journals qui prétendent être indexés DOAG, liste des journaux qui ont été retirés de DOAG et pourquoi, et je dis bien pourquoi, la liste des publishers qui sont prédateurs et bien évidemment la liste des revues prédatrices. De cette façon, vous n'aurez pas de problème par rapport à, vous ne serez pas lésé et publier un article dans une revue prédatrice avec l'ensemble des éléments que je viens de vous montrer et qui se trouvent How to Recognize Predatory Journals. Il y a des éléments qu'on va trouver ici et des éléments qu'on va trouver sur les différents sites web, par exemple le site web des universités canadiennes, les sites web des universités françaises. Il suffit de mettre comment éviter des revues prédatrices dans Google Scholar. Et avant de terminer, c'est le site dont je vous ai parlé, le Retraction Watch. C'est-à-dire, si votre nom il est dans ce site-là, c'est fort probable que vos articles ne seront plus jamais acceptés dans Scopus parce que c'est comme une étiquette noire. Dans ce site, on met les auteurs qui ont falsifié les résultats de leur étude, les auteurs qui ont fait du plagiat, les auteurs qui ont fait une double soumission. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui s'appelle le COP. Ce sont des normes internationales de bonnes pratiques éditoriales. C'est un site web dans lequel, si vous voyez devant vous, ce sont l'ensemble des éléments qu'on devrait trouver dans, excusez-moi, donc ce sont l'ensemble des éléments qu'on peut trouver sur, excusez-moi, juste une erreur, les éléments de copyright. Et plus que ça, dans ce site, on va trouver la discussion par rapport à des situations données par des revues. Et le DOAG, elle se base sur ce site pour évaluer les revues. Est-ce qu'ils respectent ces normes ou ils ne respectent pas ces normes? Donc, ma présentation, sincèrement, est là. J'espère bien de ne pas avoir oublié un point. Et ma présentation prend fin ici. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations par rapport à une question donnée, donc je vous remercie pour l'écoute et pour tout ce temps d'attente. Si vous avez des questions, je vais activer par la suite. Excusez-moi, je vais activer le micro parce que auparavant je l'ai désactivé.
Le micro est activé, si vous permettez. Je vais... Réponse. Je viens d'activer le lien relatif aux attestations. Si, si vous avez des questions, la présence, c'est pas la peine de me la confirmer ici. Il faudrait aller vers le lien et remplir le lien. Automatiquement, vous aurez l'attestation qui sera envoyée d'une façon automatique. Mais il faudrait attendre un certain moment. Mais l'objectif, c'est pas d'attestation. Bien évidemment, l'objectif, c'est ce que vous avez appris et quelles sont vos questions que je dois répondre. Sur lesquelles plutôt je dois répondre. Est-ce que vous avez des questions? Madame, Madame Nouila, prière de... Voilà, ça, je vais faire couper le micro. S'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions? Allô, professeur? Oui, vous pouvez poser vos questions, oui, sans problème. Ok. Euh, il y a des revues basées au Canada, dans WOS, et qui publient des articles dans plusieurs domaines. Je voudrais savoir si c'est des revues vraiment prédatrices ou c'est des revues qui ont des idées, autres idées derrière. Donc, je voudrais savoir un peu sur ces revues-là. C'est des revues Merci. qui sont déjà indexées sur Web of Science. Oui. Non, ne vous inquiétez pas. Pour le Web of Science, ils font le travail à votre place. Il ne faudrait pas s'inquiéter. Ce qu'il faudrait garder, c'est la date d'indexation de cette revue. Pourquoi? Parce que si vous publiez votre article en 2020 et la revue elle a été indexée sur Web of Science, si en 2021 la revue a été retirée, ce n'est pas de votre faute. Donc votre article est bien indexé dans Web of Science. J'aimerais bien savoir, comment savoir si c'est un article scientifique d'être cité sans faire référence au nom de l'auteur ou autre chose comme ça. Par exemple, comment savoir la qualité de l'article scientifique? Parce que parfois, il se peut qu'un auteur est connu, mais il rédige, ce n'est pas nécessaire qu'il rédige toujours un article scientifique de qualité. Bien évidemment, vous allez voir combien de fois il a été cité. Parce que lorsque les auteurs ils vont lire l'article, ils ne vont pas le citer s'il est de mauvaise qualité. C'est la raison pour laquelle il faudrait voir le nombre de citations. D'accord? Si vous trouvez que l'article a été cité de centaines de fois, automatiquement c'est un article de qualité. Parce que 100 personnes, ils ne vont pas se tromper. Vous voyez? Oui, d'accord, Vous merci. comprenez? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Est-ce que je peux poser ma Oui, question? oui, vas-y, avec grand plaisir. Ma question, la suivante, pour l'article scientifique, pour le sujet, pour le choix le sujet de l'article scientifique, la pertinence de cet article dépend de quoi? De la rareté du sujet, Oui. ou bien même si je répète le sujet, est-ce que l'actualité du sujet? Parfois, je trouve des articles qui citent, par exemple, l'importance de l'éducation en économie. Par exemple, avec la croissance économique. Donc, c'est un article, c'est une recherche qui est déjà faite, mais avec des dates de 1970, 97 ou bien 2000. Et je veux actualiser les dates, ça veut dire utiliser la même chose et les mêmes procédures et les étapes suivies par l'auteur et avec des dates actuelles. Est-ce que ce sera un article pertinent?
votre avis, est-ce que Normalement, c'est genre, pas à moi de dire est-ce que c'est pertinent ou pas, mais vous allez analyser les pardon, résultats. C'est-à-dire, vous allez voir est-ce que l'article est déjà, les personnes, ils sont toujours en train de travailler cet article. Oui ou non, ça c'est un. Deuxièmement, il se peut que vous allez trouver dans les pays développés, ce n'est plus d'actualité. Mais dans les pays émergents, c'est un sujet d'actualité. Donc, vous essayez d'adapter en fonction du contexte de votre étude. D'accord? c'est ça. Effectivement. Je pense que sur Facebook, il sera enregistré automatiquement parce que moi, j'ai oublié de l'enregistrer, mais c'est pas grave. Vous arrivez à m'entendre, Oui, non? oui, je vous entends, je vous ai répondu. Rachid, Bonjour. oui, Merci, bonjour, monsieur. bonjour. Oui, je vous entends. Je- Merci pour la prestation, merci pour la présentation qui a été vraiment très riche et intéressante. J'ai deux questions, s'il vous plaît. Oui, La première concerne les revues qui ont été, durant une période, indexées, mais qui ont été retirées. oui. Comment peut-on savoir qu'une revue a été retirée de l'indexation? Pour la Sachant que, par exemple, Mhm. ils ne signalent pas ça dans leur site Non, web non, ou non. dans le Il web. faudrait chercher, comme je vous ai montré au départ, je vous ai dit qu'il faudrait télécharger la liste de Scopus. Lorsque vous allez mettre Scopus sans s'enregistrer, vous allez trouver la liste des revues Scopus. Sinon, vous allez venir ici. Si vous permettez, je vais montrer à votre ami. C'est c'est ce site, pardon, excusez-moi. C'est ce qu'on appelle Simago Journal Country Rank. On va venir ici. On va chercher, je vais mettre par exemple accounting, n'importe quel, et je vais cliquer sur ce journal, par exemple. Je vais venir en bas et vous allez trouver que En 2009, 2019, metrics based on Scopus data as of April 2020. Donc, c'est automatiquement, c'est un article qui est toujours sur Scopus. Et si vous voyez même les citations et tous les éléments là-dessus. Si je fais directement Scopus, et je vais mettre Scopus source list, vous voyez cette Scopus source list, il faudrait cliquer là-dessus. J'ai cliqué tout à l'heure, mais la liste ne s'est pas téléchargée parce qu'il est un peu long. J'attends juste qu'elle انا soit اصلا مش غادي téléchargée. نتصور كانت العصر نعسر كليتي البيتزا راك تعشيتي D'accord? ايوا صافي هما Euh, كنت العصر نعسو وكانت الماء معاه وشربتي كان ديالك ورقد ياه Madame Khadija, si vous permettez votre micro. la deuxième question concerne la double soumission. Oui. Non, Que c'est quelque chose uh-huh. qui n'est pas permis. Bien sûr, bien évidemment. Donc, Il ne faut pas envoyer votre article à deux revues en même temps. Il faudrait choisir sa revue et lorsque vous envoyez une soumission à une revue, vous n'avez pas le droit d'envoyer le même article à une autre revue. Sinon, la première, elle va le publier, par la suite, la deuxième, elle va la publier et les deux, ils vont vous rétracter et mettre votre nom dans le site de Rétraction Watch. d'accord. D'accord? Merci très bien. On ne peut pas envoyer deux articles à deux revues. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Je vous remercie pour votre présentation très riche. Alors, moi, j'ai deux questions. Mhm, La première, c'est que avant d'avoir mon compte sur e-ressources, mhm. je me suis basé essentiellement sur la base de données Emerald Insight. Mhm. Alors, je veux savoir, est-ce que les articles qui sont dedans, est-ce qu'ils sont indexés Scopus ou non? Oui, c'est une très grande maison d'édition. Vous avez Emerald, vous avez Sage, vous avez MPDI. Ce sont des maisons d'édition qui regorgent de centaines de revues qui sont indexées Scopus.
Donc, D'accord. il se peut que la revue n'est pas indexée, mais sachez que la maison d'édition, elle veille à la qualité des articles. Donc, vous n'allez pas trouver une revue prédatrice parmi ces revues. D'accord. Et pour ma deuxième question, euh, pour pouvoir participer à une colloque internationale Mhm, par exemple, le NCG, il faut mhm, savoir, est-ce que si mon article a été accepté, mhm. est-ce qu'il sera livré ou bien est-ce qu'il sera publié dans une revue qui est indexée? Je ne sais pas si Non, j'ai pas d'informations. tout dépend des organisateurs. Et dans ce sens, il faudrait comprendre plusieurs éléments. La première des choses, c'est que lorsque votre article est publié sous forme d'acte ou d'acte de conférence, vous aurez deux scénarios. Soit, si vous, c'est à vous de soumissionner l'article à une autre revue. Soit cette revue, elle n'accepte pas les articles qui ont été publiés avant, sous forme d'acte de colloque, soit la revue, elle va accepter. Deuxièmement, si le colloque il a des revues partenaires, à ce moment, qu'est-ce qu'il va faire normalement? Il va envoyer l'article à cette revue partenaire. Et la revue partenaire, il doit faire une deuxième ou une troisième évaluation. Parce qu'il va supposer que le colloque, ils ont fait une première évaluation et la revue, elle va faire une deuxième ou troisième évaluation. De cette façon, il va garantir la qualité. Donc, le colloque, ça n'a rien à voir avec la publication. Tout dépend des éléments dans ce colloque. D'accord? Et mon Wi-Fi s'est déconnecté. Donc, je disais que ResearchGate, c'est un réseau social. Si votre article n'est pas protégé par des droits d'auteur de la revue, vous avez le droit de le mettre sur Academia ou sur n'importe quel réseau social. Oui, monsieur, vous pouvez prendre la parole. Pour les questions qui ont été envoyées par formulaire, je vais répondre à la fin. Je n'ai pas oublié, je vais répondre à la fin. Si vous permettez, est-ce que vous avez d'autres questions? Vous prenez la parole directement. Bonsoir monsieur, Oui, bonsoir. vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. D'accord, très bien. Donc tout d'abord, je vous remercie éminemment pour ce que vous avez présenté en termes d'éclaircissement et d'infos. Alors j'ai une petite question qui me taraude, c'est est-ce qu'on est bien censé privilégier tout simplement la publication dans une revue qui propose ce qu'on appelle le libre accès, ou bien le contraire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une différence en termes d'apport et d'importance sur notre dossier académique? Non, écoutez-moi bien. Ce qui importe, c'est la qualité de l'indexation. Si vous ramenez un article sur Scopus au Web of Science, personne ne pourra parler de votre compétence scientifique. Ah d'accord. Donc, pour être clair, ce qui est important, lorsque vous ne publiez pas dans des revues Scopus au Web of Science, à ce moment, il faudrait se poser une série de questions sur les pratiques prédatrices. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs revues et même des personnes qui créent beaucoup de revues dont l'objectif est purement commercial. Donc moi, en tant que prof et d'autres profs qui sont dans les jurys, ils connaissent quelles sont les revues généralement connues par la prédation. Si vous déposez votre CV, ils ne vont pas le reconnaître. Mais si vous ramenez Web of Science ou Scopus, c'est chapeau bas, personne ne va. Non. Des fois, ils vont demander d'envoyer avec l'article un rapport de plagiat. Et si votre article est publié comme étant, et ici on ne parle pas uniquement d'un taux élevé de plagiat, mais on parle par exemple, moi en tant que chercheur, j'ai trouvé toute une partie de moi-même copier-coller dans votre article. Je vais écrire un mail à la revue. Bonjour, voici mon article et voici la partie copier-coller par l'auteur. Et à ce moment-là, vous serez dans une mauvaise situation parce que la revue va estimer que vous avez présenté un travail plagiat et elle va vous rétracter. Mais le fait d'avoir un plagiat par différentes manières, c'est difficile certes, on peut l'avoir avec un logiciel avec un pourcentage élevé, mais personne ne va écrire à la revue parce que vous n'avez pas pris toute une partie d'un autre article. Vous comprenez? J'espère que ma réponse est claire. Oui, c'est clair. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Une question, s'il vous plaît. Oui, pour vas-y, la base de données DOAG, oui. Est-ce que c'est une base de données qui vaut le coup? Ça veut dire, est-ce que si on publie par exemple dans une revue qui est indexée dans cette base de données,
Parce que ça C'est bien par c'est rapport. bien. Par rapport, c'est bien, oui. Il n'atteint pas le niveau de Scopus au Web of Science, mais au moins, vous avez la certitude que les revues dedans, quand même, ils ont une certaine rigueur c'est pas de respect des normes de publication, mais pas le contenu. Le contenu, il se peut que vous allez trouver des contenus assez simples, parce que DOAG, elle vérifie est-ce que vous respectez, par exemple, est-ce que vous respectez les délais, est-ce que vous respectez les normes de publication, mais en aucun cas ne va entrer dans le contenu de l'article. Vous voyez, c'est pas la même chose. Il ne fournit pas un impact factor. Merci, même si je n'ai pas entendu bien votre réponse, mais Je vous ai dit merci, que merci bien. DOAG n'évalue pas la qualité de l'article. Elle évalue le processus d'évaluation et le processus de la revue sur la base de votre site web. Montrer comment utiliser Web of Science et comment utiliser Scopus. Comment s'assurer lorsqu'on cible un journal particulier pour publier qu'on n'a pas face à un journal prédateur. Il faudrait tout simplement visiter la liste que je vous ai donnée, ainsi de visiter, je vais vous envoyer ma présentation. Et donc, vous avez une série de pratiques qu'il faudrait éviter. Si la revue il les fait, automatiquement, il faudrait les enlever. Pardon, il faudrait ne pas soumettre votre article. Comment affiner la recherche sur Scopus? La recherche sur Scopus, je vous ai montré comment faire à gauche. Vous allez choisir à la fois l'année et les disciplines. Deuxièmement, pour affiner votre recherche, c'est à vous de choisir les bons termes clés. Si vous ne choisissez pas les bons termes clés, automatiquement, vous n'aurez pas une recherche qui est raffinée. Les plateformes de recherche scientifique. Il y a Scopus et Web of Science, ce sont les plus connus. La recherche documentaire peut-elle être utile s'il y a existence d'une rareté de sources de données? Je n'ai pas sincèrement compris le fondement de la question. S'il n'y a... Bonsoir. Oui, excusez-moi juste rapidement, je suis Bonsoir, en train monsieur. de répondre Oui. et je vais vous répondre. Comment publier un article scientifique? Ça va faire l'objet d'un autre webinaire. Comment trouver le facteur d'impact d'un article dans Scopus? On ne va pas trouver le facteur d'impact d'un article. On va trouver le nom, l'évaluation et jusqu'à quand l'article pourra rester en évaluation. Donc tout dépend de Journal Policy et la politique éditoriale. Y a-t-il... Excusez-moi, il y a des personnes qui font la mise à jour. Oui, monsieur, vous pouvez poser votre question en attendant la mise à jour du fichier. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Premièrement, on vous remercie de votre présentation qui était riche et concise. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est permis de publier un chapitre ou bien une section dans notre thèse? Est-ce qu'il peut valoriser la thèse en général? Oui, bien sûr. La deuxième partie de ma question, est-ce que quelle est l'attente, la durée d'accusé d'acceptation de publication maximale? Pour la première question, bien évidemment. Oui, merci, monsieur. Je vous en prie. Bien évidemment, si votre thèse a donné lieu à des articles sur des bases de données qui sont connues et mondialement reconnues, c'est un point de plus pour vous. C'est-à-dire que votre thèse, elle a déjà fait l'objet d'une pré-évaluation par un autre jury au niveau des fondements de votre sujet avant d'arriver au jury qui va statuer est-ce qu'il va vous donner le titre de doctorat ou pas. Deuxièmement, il n'y a pas une durée limitée de la publication de l'article. Il y a des revues, par exemple des revues des grandes universités qui travaillent et qui font du bénévolat de la recherche. Ça peut prendre 2 ans pour que votre article soit publié sur Scopus. Il y a des revues payantes, par exemple $700, $1000, qui vont vous répondre au bout de 3 mois jusqu'à 6 mois sur Scopus. Donc, tout dépend. Est-ce que les personnes qui ont créé cette revue
le font d'une façon bénévole ou ils sont plusieurs années. Donc, automatiquement, tout dépend du type de la revue, des circonstances de publication, ainsi de suite. Comment affiner, comment trouver des journaux en français sur Merci, Web of monsieur. Science? Excusez-moi rapidement. Il faudrait tout simplement rédiger les noms de votre terme clé et s'attendre à ce qu'il y ait un article en français ou pas. S'il vous plaît, comment mener une étude exploratoire et en faire un article? Ça doit faire l'objet d'un autre webinaire. J'ai deux questions sur le principe si une personne est listée ou bannie peut retirer. Ma question est relative à l'article. Doit-il être inscrit dans la thématique de recherche pour qu'il soit valide ou on peut publier sur une thématique qui utilise que l'approche méthodologique de notre recherche? Sincèrement, je n'ai pas compris le fondement de cette... Ah, pour votre doctorat, tout dépend de la charte. Il se peut que dans la charte de votre doctorat, il est mentionné que l'article et les publications doivent avoir une relation avec votre recherche. Mais lorsque vous soutenez votre doctorat, Inch'Allah, automatiquement, vous publiez ce que vous voulez. Comment faire une revue de littérature systématique? Ça c'est un webinaire à part. Est-ce qu'en publiant dans une revue indexée Scopus puis dans Google Scholar diminue la valeur de notre... Non, non. Chaque article, il a une clé en plus de ses bases. Écoutez-moi bien. Lorsque vous faites votre recherche documentaire, vous cherchez sur Scopus, vous cherchez sur Web of Science, vous cherchez sur LIMIST, vous cherchez sur DOAG et vous cherchez sur Kern. Vous cherchez dans n'importe quelle étude qui pourra être utile pour votre thématique. Mais pour publier un article scientifique sur Scopus, de préférence d'utiliser 80% des articles sur Scopus, et si vous utilisez 10% ou autre des autres, ce n'est pas grave. Comment publier rapidement sur Scopus? Ça, je ne peux pas répondre pour la simple... C'est pas une question déjà, pour la simple raison que il n'y a pas quelque chose qui s'appelle en sciences économiques et de gestion publié rapidement. Parce que les revues sur n'importe quel domaine, notamment dans notre domaine, il exige un certain niveau de littérature anglaise tout d'abord. Deuxièmement, une certaine rigueur méthodologique qu'on ne trouve pas dans le domaine scientifique parce que la méthodologie dans le domaine scientifique, c'est une méthodologie dans la majorité des cas expérimentale. C'est-à-dire on fait des expérimentations, on décrit rapidement, on fait un article, on publie. Nous, non. Nous, on doit suivre une littérature, comment faire la littérature, suivre une démarche méthodologique bien appropriée et faire une étude statistique bien raffinée pour qu'on puisse être publié. Et ça demande du temps. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle une publication rapide. Oui, malheureusement, vous allez trouver majoritairement des articles que d'anglais, très rares en français. La traduction fiable, c'est ce qu'on appelle, il faudrait voir un cabinet spécialisé dans le copying, c'est-à-dire il va corriger avec vous et il est spécialisé dans les scientifiques, dans la traduction scientifique, pas la normale. Parce qu'au bout de première année, il se peut que vous allez changer votre sujet. Donc c'est mieux en deuxième année, notamment la moitié de la deuxième année ou la fin de la deuxième année. D'accord? D'accord. Merci, monsieur. Vous pouvez prendre la parole sans attendre mon accord. L'un de vous, il commence. Oui, si Younes ou la Madame Hiba ou la Madame Asma, prenez la parole sans aucun problème. Merci. Oui, Madame Hiba, vas-y. Merci, monsieur, pour cette formation très enrichissante. J'ai deux questions par rapport à la publication des articles. Oui. Donc, est-ce qu'on peut, si on a publié par exemple dans une revue qui n'est pas indexée, mais qui a été citée dans une base de données comme Scopus, Sciences Direct ou Thomson Reuters, est-ce que cela va donner une valeur ajoutée à notre travail de recherche? Ça n'a rien à voir, parce qu'il est cité, mais il n'est pas indexé. D'accord. Et pour ma deuxième question, c'est par rapport aux articles qui ne sont pas open access. Oui. Est-ce qu'ils n'ont pas, pour les articles qui ne sont pas open access, est-ce qu'ils n'ont pas la même qualité? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y aura des revues qui sont payées. C'est ça, tout l'enjeu est dans ça. Donc, même si on trouve des articles qui sont indexés
dans Scopus, mais qui ne sont pas open access. Donc, Non, non, c'est-à-dire que cette revue, le Scopus et Web of Science, il évalue les articles, il évalue la qualité, principalement, il évalue même la qualité de la langue. C'est l'un des facteurs. En plus, ils ont des spécialistes qui font l'évaluation du contenu. Ils ont des statisticiens. Est-ce que les statistiques publiées, ils sont cohérentes? Ils ont dans certains domaines, ils ont des spécialistes avec eux. Ils ont des chercheurs qui travaillent avec eux en tant que consultants. Donc, il y a plusieurs personnes qui évaluent les articles. Si la revue est dans Scopus Web of Science, elle a passé par un filtre. Bien évidemment, il y a des revues prédatrices qui ont pu échapper. Pour la simple raison, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque j'étais présent dans un séminaire, l'un des représentants de Scopus, il a dit que certaines revues, ils commencent par exemple, publier 10 articles. Une fois ils sont sur Scopus, ils commencent à publier 60, 100 articles. C'est un indice qui va montrer que cette revue, avant d'être indexée, elle ne cherchait pas assez de profit, mais dès qu'elle a été indexée sur Scopus, elle a commencé à publier plusieurs articles. C'est juste un petit exemple. Oui, merci, monsieur. Je vous en prie, je vous en prie. C'est clair. Pour les autres, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux poser des questions sur votre journal IJAFEM? Est-ce que vous avez d'autres questions, si vous permettez? Dakir Smaïl, si Younes. Si vous n'avez pas de questions, on peut quitter tranquillement. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur Zakari, s'il vous plaît. Oui, c'est Ismaël. D'abord, merci pour votre intervention de ce webinaire. S'il vous plaît, ma question concerne l'accès au site de l'INIS. Donc, normalement, on doit... C'est à votre université. Normalement, vous demandez à votre université. Ou bien contacter l'INIS directement. Vous pouvez contacter l'INIS directement. Il y a des sites pour le consortium, pour chaque université. Vous allez trouver dans le e-ressources en bas. Oui. Vous allez trouver le site de chaque université à contacter. Mais il faudrait avoir une adresse institutionnelle tout d'abord. Oui, bien sûr, l'adresse institutionnelle. Oui, si Mais vous êtes sur Kenitra, c'est rapide. Prend, vous partez chez la dame à la présidence ou la OCEDO qu'ils vont faire l'affaire. Ils sont très réactifs par rapport à ça. J'ai pas bien entendu. Bonsoir, madame Zoubida. Oui, s'il vous plaît, j'avais une question par rapport au système anti-plagiat lors de notre publication d'articles. Oui. Donc, par exemple, par rapport à mon université, je suis partie au CEDOC pour demander les accès au système. On m'a dit comme quoi les doctorants n'ont pas droit à cette plateforme, quoique le site dit qu'à partir de la deuxième année, on a l'accès. Donc, je ne sais pas s'il y a des accès libres sur Internet ou une recommandation. Non, il faudrait contacter l'INIS. Ils vont vous donner un accès de 3 jours pour scanner vos documents. Et c'est ce que je savais jusqu'à présent. C'est-à-dire que contacter directement l'INIS, ils vont faire l'affaire. Sinon, vous utilisez Turnitin. Regarde, c'est Hicham, si vous permettez. Donc Turnitin, c'est le meilleur, c'est l'un des meilleurs anti-plagiat, mais malheureusement, c'est payant. Il y a Turnitin, il y a un autre qui est utilisé par les revues. C'est le plus, je me rappelle pas sincèrement, mais c'est la même société mère des deux qui a ce qu'on appelle, qui a le meilleur service d'anti-plagiat. Mais vous pouvez ce qu'on appelle contacter Parfait, l'INIS. je vous remercie. Et j'avais une autre question par rapport à la même thématique. Si jamais notre article, on ne le vérifie pas avant la soumission, est-ce que le journal lui-même le vérifie avant Il faut lire les journal policy, c'est-à-dire, par exemple, si je prends notre cas, on écrit que tout article est vérifié par Orcond, donné par le CNRST et l'INIS.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? La présentation, une fois que je vais terminer, je vais la mettre sur ResearchGate. C'est mieux. De cette façon, elle sera accessible à tout le monde. Quelle est la durée pour la revue de littérature pour la première année? Je ne peux pas savoir parce que chaque thèse il a sa spécificité et chaque être humain il a son rythme. Donc il se peut qu'un doctorant il va travailler une année, il va terminer la revue de littérature. Un autre il travaille doucement avec son rythme et il va la terminer en 2 ans. Il ne faut pas se stresser avec des délais. Il faut travailler avec votre rythme pour également ne pas perdre votre vie sociale. Il faudrait essayer de trouver un équilibre. D'accord, il faut pas vraiment se presser avec les délais. Je sais pas les thématiques, tout dépend des intervenants qui vont intervenir avec nous. Donc à chaque fois, je vais faire comme oui. Et non. En fait, je voulais juste vous dire, c'est très très enrichissant comme formation. Il y a eu énormément d'explications concernant tout ce qui est revu et façon de publier tout ça. Mais vraiment, c'est très très bien dommage en fait, la qualité du sens, à chaque fois ça a coupé. C'est très difficile de suivre avec vous en fait. De toute façon, je vais explications de refaire, prolongement. pour ne pas vous léser, je vais refaire cette présentation d'une façon directe à l'université. Toujours avec notre laboratoire, avec notre faculté, avec notre CEDOC. Et on va refaire ça et vous pouvez venir même en personne pour entendre et communiquer si vous voulez. Je n'ai pas de problème de répéter ça. L'essentiel, c'est que les doctorants sachent comment faire une recherche et sachent la réalité des publications scientifiques pour qu'ils ne soient pas arnaqués par la suite. Mais les gens qui peuvent se déplacer physiquement, du coup. Vous êtes au Maroc, non? Non, pas du tout, je suis en France. Ah, malheureusement. Donc, Non, mais il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste un petit retour, peut-être changer de logiciel, je sais pas du tout. non, c'est Sur le Teams. problème par rapport à la connexion elle-même au Maroc. Malheureusement, je n'ai pas une bonne connexion et la fibre n'a pas encore atteint mon quartier, donc malheureusement. Bah, sur Facebook, en tout cas, le son il est très bien, mais Non, la ça connexion dépend de est. Meet. C'est Ouais. parce que Meet, il exige une certaine. Me suivre à la fois sur Facebook et ici. Tout dépend de la qualité de connexion. Est-ce que vous avez d'autres questions, si vous permettez? Donc, si on n'a pas de questions, je vous souhaite, dans le travail de littérature, en traduction de l'article à la langue de rédaction, est-ce qu'il faut aussi traduire la source de titre? Oui, de préférence de traduire en anglais parce que certaines revues, il exigent la traduction de la référence. Mais sincèrement, moi, je n'ai jamais traduit une référence. Tout dépend de la revue. S'ils veulent que vous traduisez la référence, ils vont le demander après après la réception du rapport des évaluateurs. D'accord? Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Une personne qui m'a écrit attestation sur le formulaire, attestation, ça va être fait d'une façon automatique. Donc, il faut attendre parce que le serveur, il ne peut pas envoyer le tout à la fois. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Également, professeur, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci, professeur. Je vous en prie, je vous en prie. Merci et bonne soirée. Merci à vous aussi. Est-ce qu'il y aura une autre séquence? Est-ce que vous allez donner un autre cours? Un autre webinaire, je vais voir avec un collègue pour faire sur la méthodologie de recherche d'une façon générale. Merci bien. Je vous en prie.